Nouvelle édition de Quid et aujourd'hui, quid des élections turques qui ont remis à la tête le président Recep Tayyip Erdogan et son parti qui par la même occasion conserve sa majorité au Parlement. On va parler de ça aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat au barreau de Paris et analyse des enjeux géostratégiques, économiques, politiques et religieux au Moyen-Orient. Alors première question, malgré plusieurs sujets qui défavorisaient a priori Erdogan dans ces élections, comment a-t-il pu conserver sa place au pouvoir ? Parce qu'il a su identifier les vrais enjeux pour le peuple turc. D'abord et avant tout, la dimension historique néo-ottomane qu'il incarne, et ensuite l'aspect religieux de l'islam qu'il incarne également en tant que frère musulman. Tout le débat ne portait que sur ces deux enjeux majeurs. Et l'opposition, en fait, n'avait que les questions économiques dans lesquelles s'engouffrait, chose qu'ils ont fait, mais ça ne suffisait pas pour faire pencher la balance. Effectivement, on l'accusait de corruption. On lui en voulait pour les désastreux résultats économiques de son mandat, l'inflation, le chômage, la baisse des investissements étrangers. Mais ce qui était de l'importance pour les populations turques, c'était justement la gloire qu'il incarnait. La volonté de retourner la Turquie vers ses heures de gloire passées, dans cette gloire imagée et fantasmée de ce que fut naguère l'Empire ottoman. Et l'islam, qu'il a mis au centre des débats. Donc, il a monopolisé les grands enjeux, il a emporté les élections. Donc l'islam aujourd'hui, entre autres, est plus important en majorité pour le peuple turc que les questions économiques, d'inflation, tout ça ? Absolument. Si vous voulez, Atatürk, quand il a créé la République moderne, dont cette année on célèbre le centenaire, il représentait, si vous voulez, cette élite laïque qui avait un regard tourné vers l'Europe. Aujourd'hui, ceux qui votent, l'immense majorité de la population turque, c'est cette paysannerie nouvellement enrichie qui s'est embourgeoisée grâce notamment aux efforts d'Erdogan et également à un autre de ses prédécesseurs qui était très porté sur la question religieuse. Donc, eux, ils voient dans l'islam, si vous voulez, leur salut économique, leur salut en termes de représentativité au niveau des institutions et du pouvoir, et puis en termes de questions de mœurs et de société, ils arrivent à s'identifier parfaitement avec la pensée d'Erdogan. Donc l'islam joue un rôle central, tant d'un point de vue démographique qu'en termes de centre d'intérêt pour la majorité des Turcs. Et quel va être l'agenda politique d'Erdogan sur le plan national et géopolitique ? Écoutez, on va avoir les mêmes comportements de par le passé, c'est-à-dire un comportement assez erratique, un comportement aventurier, un comportement pragmatique également pour la Turquie et la volonté de mettre la Turquie au devant de la scène pour tout ce qui est les grands enjeux internationaux. Je pense même que pour le centenaire, la date exacte de la création de la République turque, on n'est pas à l'abri de surprises, comme par exemple une sortie de l'OTAN ou encore l'occupation de quelques îles grecques. Il faut qu'il fasse un geste, il faut qu'il marque les esprits. Qu'est-ce qui expliquerait justement, vous parlez d'une sortie potentielle de l'OTAN, ça c'est quelque chose qui a déjà été exprimé par le président turc ? Non, il l'a pas mentionné, mais je pense qu'aujourd'hui, il a envie de basculer vers l'Est, vers le BRICS, vers la Russie, vers la Chine, vers l'Iran, et qu'il voit davantage l'adhésion à l'OTAN comme étant une sorte de frein pour sa politique étrangère qu'autre chose. Il est membre de l'OTAN, il ne fait rien, si vous voulez, dans le conflit ukrainien, à part vendre quelques drones. Il est très proche de Poutine, qu'il a invité à l'occasion de l'inauguration de la première centrale nucléaire turque par visioconférence. Il est membre de l'OTAN et il est proche de l'Iran. Il est membre de l'OTAN et il est proche de la Chine. Donc, si vous voulez, ça lui permettra de transposer sur un plan pratique son panturquisme, la volonté de créer une nouvelle alliance avec d'autres pays turcophones de la région, de l'Asie centrale, de l'Azerbaïdjan. Il l'a démontré. Et puis, il y a un enjeu en Europe qui peut inciter la chose, c'est-à-dire la question, si vous voulez, de la Serbie du Kosovo. On est à 2 doigts d'une nouvelle guerre en Europe. Et on sait que la Turquie pourra davantage librement intervenir dans l'intérêt du peuple musulman kosovar qu'en restant enraciné dans l'OTAN. Alors votre postulat notamment, c'est que Erdogan souhaiterait créer un nouveau califat, comme le dit le titre de votre dernier livre, La Turquie, nouveau califat, point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment sa volonté, effectivement ? Alors, si vous voulez, déjà, dans mon livre, il y avait un point d'interrogation après le califat. Aujourd'hui, je leur remplace le point d'interrogation par un point d'exclamation. Il y a 3 thèmes, si vous voulez. Le néo-ottomanisme, qui s'inscrit, si vous voulez, en Méditerranée orientale, avec des heurts quotidiens avec l'aviation grecque, avec des forages illicites dans les eaux territoriales chypriotes, avec des bombardements sur les populations kurdes au nord de l'Irak, de la Syrie, avec un soutien qu'il a apporté, si vous voulez, à l'Azerbaïdjan dans cette guerre meurtrière contre les chrétiens de l'Arménie.
un thème, le ottomanisme. Ensuite, il y a l'islam. L'islam parce qu'il estime que pendant des siècles, les deux villes saintes de l'islam étaient au sein de l'Empire ottoman, dans un territoire ottoman. Donc, il n'y a aucune raison que la Turquie ne puisse pas avoir de tels privilèges, puisque la Turquie est effectivement un modèle pour beaucoup de pays musulmans en termes pas beaucoup aujourd'hui, mais globalement en termes de réussite économique, en termes de puissance politique, etc. Et il y a un troisième point également qui marque sa pensée, c'est le panturquisme ou le pantouranisme, sa volonté de prendre le leadership de tous les pays turcophones. C'est l'assortiment de ces trois thèmes et la réunion de ces trois thèmes qui font qu'aujourd'hui, il incarne la gloire passée, fantasmée de l'Empire ottoman, l'islam de nouveau comme un moteur de choix politique et le nationalisme ultra à travers son panturquisme. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On entend dire parfois que la résolution du conflit pourrait passer par le rôle d'un médiateur, d'un pays médiateur. Alors on entend parler de la Chine, on entend aussi un peu parler de la Turquie. Est-ce que vous pensez que la Turquie pourrait jouer ce rôle de médiateur ? Je ne le pense pas. Le problème d'Erdogan, si vous voulez, on le voit à travers son penchant vers le néo-ottomanisme, c'est qu'il se voit plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il peut intervenir sur quelques petits problèmes, comme par exemple la question des exportations de graines au départ de l'Ukraine à travers la mer Noire et le détroit de Marmara. Mais globalement, il n'est pas de poids pour peser dans ce conflit. La Chine, c'est autre chose. Le Brésil, c'est autre chose. Il aimerait se positionner parce que ça participerait à son initiative de mettre la Turquie au devant de la scène diplomatique internationale, mais il n'a tout juste pas le poids ni la pertinence pour le faire. Très bien, merci Ardavan Amir Aslani, je le rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Quid sur Sud TV.